Merci à tous et à toutes de votre présence, d'avoir réussi à braver le froid et la circulation nantaise, qu'on sait parfois difficile. Bienvenue donc pour cette conférence organisée donc par la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Une soirée donc consacrée à la radiothérapie avec cette question qui n'en est pas une, prédire le bénéfice de la radiothérapie. On aura deux temps dans cette conférence. D'abord un échange avec nos deux invités que je vais présenter tout de suite. Vincent Fleury au centre, médecin, spécialiste en médecine nucléaire à l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Nantes. Et puis Stéphane Soupio, Stéphane à la droite de Vincent, médecin, oncologue, radiothérapeute à l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Nantes et également chercheur en recherche en cancérologie, c'est ça, et en immunologie à Nantes et à Angers. C'est le même institut. C'est le même, oui, c'est le même institut. Voilà, donc nous parlerons donc de la radiothérapie et de sa place dans la prise en charge des cancers et des dernières avancées. Nous évoquerons également l'imagerie nucléaire, les examens pour déceler les tumeurs, avec un focus notamment, on le verra, sur un programme qui porte sur un nouvel outil qui prédit l'efficacité de la radiothérapie sur le patient atteint du cancer du rectum. Voilà, mais avant cela, on va faire une petite introduction avec la troisième personne qui est voilà, à l'extrême gauche, Nicolas Rem. Nicolas, responsable de l'information auprès du public et de la communication à la Fondation ARC. Voilà. Et donc organisateur de cette soirée. Nicolas, on va peut-être rappeler juste en quelques mots avant d'écouter nos deux médecins ce qu'est la Fondation ARC. Bon, c'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique, qui existe depuis de longues années maintenant. La date de naissance de la fondation? Et la fondation est issue d'une association qui a été créée en 1962. 1962. Elle a un objectif très clair, qu'elle affiche un peu partout, d'ailleurs sur tous ses documents de communication. Il est de guérir 2 cancers sur 3 d'ici 2025. Voilà. Alors donc ça veut dire qu'on n'y est pas encore, il y a encore de la marge. Présentation rapide de la fondation, vous êtes combien? C'est une équipe de salariés, de bénévoles, il y a des médecins également? Alors, la Fondation ARC, c'est une fondation effectivement reconnue d'utilité publique. Notre particularité, c'est que nous sommes 100% dédiés à la recherche sur le cancer. Donc notre métier, c'est d'identifier, de sélectionner des projets de recherche, de les financer, d'aider à ce qu'ils se mettent en œuvre dans tous les domaines de la cancérologie et dans tous les domaines de la recherche sur le cancer, qu'il s'agisse de recherche fondamentale, de recherche translationnelle ou clinique. Nos objectifs, c'est à la fois de faire en sorte que l'on puisse acquérir le plus de connaissances possible sur les différentes tumeurs, mais c'est aussi de soutenir l'innovation thérapeutique et de faire en sorte que toutes les innovations qui sont issues de la recherche puissent bénéficier le plus vite possible et de manière la plus sécurisée possible au plus grand nombre de patients à travers le territoire. Justement, à travers le territoire, c'est pas uniquement à Paris. On le voit ici, vous êtes à Nantes, mais vous aidez, vous accompagnez des programmes qui sont sur, j'allais dire... Sur toute la France. Effectivement, nous, on est une petite équipe qui est située à Villejuif, donc en banlieue parisienne. Mais nous soutenons des programmes de recherche avec tous les grands instituts, tous les grands centres de lutte contre le cancer en France. Donc notre action est nationale, elle est même européenne, puisque de plus en plus dans le domaine de la recherche, notamment de la recherche clinique, on vient maintenant sur des programmes de taille, de dimension européenne. Donc notre action est vraiment très large. Alors voilà. Quand vous dites soutenir, c'est faut comprendre accompagnement financier? Oui, le soutien effectivement est d'abord un soutien financier. On alloue à peu près 25 millions d'euros chaque année à la recherche sur le cancer. Donc ça représente des centaines de projets qui sont chaque année financés. Mais le soutien, c'est aider aussi à faire émerger des pistes de recherche, à aider à constituer des équipes, aider les chercheurs à constituer leurs équipes, aider des jeunes chercheurs à parfaire leur carrière scientifique, par exemple, à aller au bout de leur formation, aider des jeunes médecins, par exemple, à intégrer aussi dans leur parcours de formation des carrières, des morceaux en tout cas de carrière scientifique. Donc voilà, donc c'est un soutien très divers, mais il est vrai qu'effectivement le cœur de notre soutien, c'est d'abord un financement afin d'aider tous ces projets à exister. Financement qui vient d'où ?
qui vient, et c'est une autre caractéristique de la Fondation Arc, uniquement de la générosité, c'est-à-dire que tout ce que nous le faisons grâce aux dons et aux legs que nous recevons, donc à la générosité de nos donateurs et de nos testateurs. Voilà, nous n'avons aucune autre forme d'aide. Alors, vous avez organisé, et c'est un exemple ce soir, les rendez-vous recherche. Donc vous faites une sorte de tour de France. Vous rencontrez des chercheurs et puis le public intéressé par tous ces sujets autour de la thématique du cancer. Pourquoi avoir monté ces rendez-vous ? Notre idée, c'est que alors déjà l'information est un volet aussi de notre mission, c'est-à-dire qu'il y a tout ce financement des programmes de recherche, mais aussi nous voulons que toutes ces connaissances qui sont issues de la recherche puissent se transformer en informations utiles aussi pour tous ceux qui sont concernés par la maladie, que ce soit les malades eux-mêmes ou les proches de malades, les médecins, etc. Donc l'idée de ces rendez-vous, c'est de créer des moments de rencontre entre les chercheurs avec qui nous travaillons toute l'année et le public autour de grands sujets qui anime la cancérologie aujourd'hui, et donc la recherche en cancérologie, pour essayer de faire découvrir des innovations, essayer aussi de montrer comment, sur des sujets, et notamment comme ce soir, sur un traitement clé de la lutte contre la maladie, et essayer de montrer aussi ce qui change. Voilà, donc il y a cette idée de vouloir faire passer des connaissances sur des sujets que l'on sait être des sujets complexes, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses dans le domaine de la recherche aujourd'hui, dans la lutte contre le cancer, beaucoup d'innovations, beaucoup de promesses aussi, ça va très vite, mais c'est vraiment difficile aussi à comprendre. Donc c'est le rôle d'organisation comme la nôtre, et en partenariat avec le soutien aussi, comme aujourd'hui avec Ouest France, eh bien, c'est d'arriver à transmettre ces connaissances dans des moments comme celui-ci. L'important, c'est de vulgariser au maximum pour que le public comprenne exactement ce qui se passe parce qu'il se passe beaucoup de choses. La radiothérapie, ce soir, à Nantes, pourquoi ce thème ? Pourquoi Nantes ? C'est quoi les critères de sélection pour dire, tiens, on va aller à Nantes présenter l'efficacité de la radiothérapie ? Il y a la thématique déjà, effectivement, où on essaye de couvrir différentes thématiques dans ces rendez-vous. L'année dernière, nous avons abordé d'autres innovations comme l'immunothérapie, par exemple. Nous avons abordé la question de la nutrition. Si on a choisi ici la radiothérapie, c'est déjà par rapport au thème, parce qu'il s'agit d'un traitement majeur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Plus de 60% des patients aujourd'hui reçoivent de la radiothérapie quand ils ont à faire face à la maladie. Ça représente presque 200 000 patients en 2016, par exemple, qui avaient été traités par radiothérapie. Donc c'est un traitement majeur qui est aussi, on en parle parfois moins parce qu'on est très souvent focalisé sur les nouveautés, les innovations qui sont liées à des nouvelles molécules, des nouveaux traitements, mais qui est aussi le sujet de nombreux programmes de recherche qui visent à en renforcer, comme on va le voir ce soir, l'efficacité, mais aussi soulager les effets secondaires qui peuvent être liés à ce type de traitement. Alors pourquoi à Nantes ? Bien parce qu'en fait à Nantes, il se trouve que justement nous finançons des projets particulièrement innovants dans ce domaine de la radiothérapie. On va en parler, et puis
du manipulateur en électroradiologie et bien sûr du patient. Tout d'abord, les manipulateurs réalisent un scanner de préparation qui servira de base pour calculer de façon personnalisée la répartition de la dose d'irradiation selon l'anatomie du patient. À partir du scanner dosimétrique, le radiothérapeute va délimiter les zones touchées par le cancer. Le physicien et le dosimétriste vont alors mettre à contribution tous leurs outils et logiciels de préparation du traitement pour que les zones malades reçoivent bien toute l'irradiation prévue, tandis que le reste de l'organisme recevra le moins de doses possible. On obtient ainsi ce que l'on appelle le plan de traitement. En tant que physicien médical, je m'assure que les équipements, les données et les calculs sont appropriés et permettent d'optimiser les doses absorbées par les organes définis par le médecin radiothérapeute. Je m'occupe également de la mise en place des techniques de traitement pour améliorer l'efficacité ou réduire la toxicité, par exemple en prenant en compte les mouvements respiratoires. En tant que dosimétriste, j'optimise les paramètres des faisceaux d'irradiation en respectant les données anatomiques du patient, tout en respectant la prescription médicale. Sur les images du patient, je choisis la balistique, c'est-à-dire l'énergie et l'orientation des faisceaux, et j'adapte leur forme à celle de la tumeur. Des algorithmes de calcul permettent de déterminer la distribution de la dose dans le patient et la durée de l'irradiation. En fin de planification, il est possible de visualiser la projection des faisceaux sur le patient en 3D. Ce plan de traitement sera validé conjointement par le médecin et le physicien, puis vérifié une seconde fois par un autre physicien. En tant que technicien, je m'assure du bon fonctionnement des instruments de mesure et des appareils de radiothérapie pour garantir leur performance lors des séances de radiothérapie. Je m'occupe des contrôles réglementaires des accélérateurs et je vérifie également qu'ils parviennent à délivrer correctement les plans calculés par le dosimétriste et validés par le physicien et le médecin. Une fois le plan de traitement validé et vérifié, le traitement en lui-même peut alors commencer. Les séances de radiothérapie sont quotidiennes et durent entre 5 et 30 minutes. Grâce à des points de repère particuliers, les manipulateurs repositionnent le patient de façon extrêmement précise à chaque séance. Voilà, donc ça c'est un film que vous utilisez dans le cadre de formation, je crois, des équipes. C'est ça, si vous le souhaitez, on a mis en place une formation qui est plutôt destinée aux lycéens, jeunes professionnels, ou personnes qui sont intéressées tout simplement sur le sujet, en collaboration avec les médecins nucléaires, ce qu'on appelle un MOOC, c'est-à-dire un cours en ligne massif dans France Université Numérique. Et le nom de ce MOOC, c'est Au cœur de la radioactivité, et ça présente les applications médicales de la radioactivité. Donc ce chapitre est consacré à l'application de techniques de radiothérapie dans le traitement des cancers. Un mot sur la place de la radiothérapie dans la prise en charge des cancers. Ça représente combien en termes de pourcentage? Donc, comme vous disiez tout à l'heure, il y a à peu près 200 000 personnes chaque année qui sont traitées par radiothérapie pour un cancer. La plupart des cas, ce sont des patients qui vont avoir une tumeur qui reste localisée à un organe. Dans quasiment 3/4 des cas, on va s'intéresser à renforcer l'action de la chirurgie ou à remplacer l'action de la chirurgie, ce que vous avez pu voir rapidement dans la vidéo que vous avez eu de présenter. Donc on va avoir un rôle vraiment local. La radiothérapie n'agit que là où on l'a fait. Et donc on va la faire de façon focalisée. Si on la faisait sur l'ensemble du corps, on s'expose à trop de toxicité. L'autre rôle très important de la radiothérapie, ça va être de soulager, puisqu'il y a une action importante pour soulager les douleurs liées aux métastases, les compressions liées aux métastases ou aux différentes tumeurs. Et on a un rôle palliatif très important, assez simple à mettre en œuvre parce que ce n'est pas très invasif, rapide à mettre en œuvre et qui est très utilisé. Et il y a au moins 30% de l'activité d'un service de radiothérapie qui est consacré à soulager les douleurs et les compressions. Est-ce qu'il y a des effets secondaires quand on suit un traitement ? Alors, ils sont assez bien connus en général. On connaît la dose qui va déclencher un certain type d'effet secondaire. Et tout ce que vous avez vu sur la vidéo, c'est justement d'essayer de prédire comment
l'organe va réagir en fonction de la dose qui va être administrée. Vous avez des calculs très complexes qui sont faits, des logiciels vraiment dédiés qui sont très importants, qui nous permettent de déterminer la probabilité qu'un effet secondaire survienne dans la région qui va être irradiée. Donc chaque organe va avoir les organes à risque situés à proximité, chaque tumeur va être localisée à un endroit précis, et on va avoir, si c'est une irradiation, bien évidemment au niveau tête et cou, plutôt une toxicité au niveau du cerveau, des oreilles, de la gorge. Si c'est au niveau du thorax, possiblement au niveau des poumons, du cœur, de l'ésophage, et plus bas, ça peut être la vessie, le rectum qui peuvent être touchés. C'est quoi les déterminants connus pour l'efficacité de la radiothérapie? Alors, ce qui est bien connu pour l'efficacité, c'est que plus une tumeur est petite, plus on va être efficace. Là, il y a beaucoup de données qui sont existantes à ce sujet-là, et on sait qu'on a plus de mal à contrôler une tumeur qui va être déjà localement évoluée, avec beaucoup plus de cellules cancéreuses déjà présentes dès le départ. Après, il y a d'autres paramètres qui sont connus aussi, qui sont la capacité de réparation de certains cancers. Et on sait que, par exemple, des lymphomes, qui sont des cancers issus des lymphocytes, donc des cellules immunitaires du système sanguin, sont des cellules qui sont très sensibles à l'irradiation. Et ça a été justement les premières guérisons dont on parlait pour les lymphomes de Hodgkin. On a pu, rien qu'en utilisant des doses relativement faibles de radiothérapie, à l'époque on était de l'ordre de 40 gray, donc 4 semaines de radiothérapie, on était capable de guérir des patients avant même que la chimiothérapie n'existe. Et puis petit à petit, on a trouvé le bon compromis entre la dose de radiothérapie et les doses de chimiothérapie, et on sait prédire à peu près, en fonction du type de cancer, quelle est la bonne dose à utiliser pour pouvoir obtenir un taux de guérison satisfaisant. Est-ce que toutes les formes de cancer peuvent être guéries ou par la radiothérapie? Alors j'avais un vieux maître de cancérologie qui me disait que rien ne résiste à la radiothérapie, tout est question de dose. Oui. Et c'est vrai que le problème principal va être posé par la sensibilité des tissus sains qui vont être situés à proximité. Par exemple, une tumeur du cerveau pourrait être guérie par radiothérapie, mais le problème, c'est qu'on est limité par la toxicité que donne la radiothérapie sur le cerveau. Donc ça peut marcher si on est sur des tout petits volumes, parce qu'on peut se permettre de diluer la dose de façon importante autour de la tumeur, et de cette façon-là, on donne peu de doses aux tissus sains. Mais si c'est une tumeur volumineuse, là, on est très embêté. Donc on a des moyens, après biologiques éventuellement, de limiter les effets secondaires, ou de réduire ces effets secondaires, ou de prévenir ces effets secondaires éventuellement. Mais on a toujours cet équilibre à trouver entre la dose qu'on peut administrer à la tumeur, qui va être la plus élevée possible, et la dose au tissu sain, qui va être celle qui ne va pas engendrer de toxicité. C'est un peu la même question, mais est-ce qu'il y a des organes pour lesquels la radiothérapie est réellement contre-indiquée? Le plus sensible et le plus difficile, c'est le poumon. On a vraiment une sensibilité très importante du poumon et des gros risques de toxicité. On peut mourir de toxicité de la radiothérapie sur le poumon. Et ce qui fait que déjà que le cancer du poumon est un cancer qui est très agressif, avec une tendance naturelle à métastaser qui est très importante. Malheureusement, en plus, on est avec de la chirurgie qui peut être toxique et de la radiothérapie qui peut être toxique, ce qui rend très difficile le contrôle de cette tumeur. Donc on est vraiment très embêté pour les tumeurs situées dans le poumon, même si on a des moyens, et on fait quand même beaucoup de radiothérapie dans les cancers du poumon, mais on ne peut pas aller autant à ce que l'on veut. On a des doses à ne pas dépasser pour ne pas risquer une toxicité cardiaque et une toxicité pulmonaire trop importante. Un mot sur les avancées en matière de découverte. On en est où? Est-ce qu'on a fait un grand pas? Est-ce qu'on sait pratiquement tout? Ou encore il y a encore beaucoup de travaux et de recherches à faire autour de cette forme de traitement? Alors c'est vrai que c'est un vieux traitement, vous en parliez, et on en voyait dans la vidéo, ça fait plusieurs dizaines d'années que le traitement existe, et pourtant ça continue énormément à progresser, tout simplement parce qu'on suit les progrès de la robotique et de l'informatique. Pour les patients qui ont déjà eu la radiothérapie, vous avez vu que tout est automatisé avec des techniques que moi-même, pourtant vous allez dire que je ne suis pas si vieux que ça, mais je ne connaissais pas il y a encore 10 ans. Donc il y a vraiment des progrès monstrueux qui ont été faits en termes de robotisation. Les tables bougent dans tous les sens, les appareils sont complètement automatisés et précis au millimètre près. Les logiciels... Donc c'est en termes de précision, pour atteindre la zone que vous souhaitez atteindre. Et en termes de prédiction, avec les calculs qui sont faits, les images qui sont utilisées, on peut combiner différentes images, notamment fonctionnelles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir non seulement la tumeur, mais éventuellement les zones qui vont être résistantes à l'intérieur de la tumeur. C'est ce que va développer Vincent tout à l'heure.
pour pouvoir renforcer la dose de radiothérapie dessus. Et puis ce qui progresse aussi, et c'est tout l'objet de notre travail, c'est d'essayer de comprendre comment une tumeur peut résister à l'irradiation, comment elle peut continuer à se développer malgré des doses qui seraient catastrophiques pour le moindre des tissus situés à côté. Et tout ça, ça fait partie des mécanismes complexes à essayer de décrypter et qu'on essaye justement de comprendre dans plusieurs unités en France, dont à Nantes. Merci. On vous retrouvera tout à l'heure, docteur, pour parler justement d'un projet sur lequel vous travaillez et qui est financé par l'ARC. Et vous avez fait donc la transition, vous avez fait ma transition, donc c'est parfait. On va parler donc de l'imagerie médicale avec vous, Vincent Fleury, donc spécialiste en médecine nucléaire, à l'ICO également. La médecine nucléaire, voilà, une question toute simple, à quoi ça sert ? C'est une question assez vaste. Ça sert à explorer tout un tas de maladies ou de processus en utilisant ce qu'on appelle des radiopharmaceutiques qui sont propres à la maladie ou à la pathologie que l'on veut explorer, ou même à des tissus sains que l'on veut explorer. Donc ça nous permet de faire une imagerie du fonctionnel ou de tout un tas de choses au sein de l'organisme. Alors vous avez quelques slides à nous montrer justement pour nous expliquer un peu je vais essayer les contours de l'imagerie. J'ai essayé de vous expliquer ça. Donc, comme on a pu le voir dans la vidéo et comme Stéphane l'a expliqué, le but de la radiothérapie, c'est de délivrer une certaine quantité de rayonnement ionisant à la tumeur afin d'obtenir son contrôle et d'éviter un maximum l'irradiation des tissus sains pour éviter les effets secondaires et la toxicité de la radiothérapie. Et donc pour ça, le radiothérapeute doit prendre en compte tout un tas de paramètres qui vont être liés au patient, à ses antécédents, à son état de santé, au fait qu'il ait besoin de faire un traitement en même temps que la radiothérapie ou non, tel que de la chimiothérapie. Il faut prendre en compte des paramètres liés à la tumeur, tels que sa taille, sa localisation, le rapport avec les tissus sains autour de la tumeur. Et puis, il faut prendre en compte l'histoire naturelle de la maladie. Et donc, pour ça, le radiothérapeute va se baser notamment sur l'imagerie pour essayer de définir les zones à irradier et les zones à ne pas irradier. Et donc, plus cette imagerie s'apprécise, et plus le radiothérapeute pourra avoir des contours qui seront précis, et donc une efficacité un peu plus optimale de la radiothérapie. Et donc pour ça, nous en médecine nucléaire, on utilise un type d'imagerie qu'on appelle la tomographie par émission de positons. Cette tomographie par émission de positons, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est l'utilisation de radiopharmaceutiques. Un radiopharmaceutique, c'est donc une molécule vectrice qui va nous permettre d'étudier tout un tas de processus en fonction de ce que l'on veut voir et que l'on va coupler à un atome radioactif. L'association de ces deux donc, forme un radiopharmaceutique que l'on va injecter au patient. On va attendre un certain temps que ce produit se distribue dans l'organisme et après, on va pouvoir étudier la répartition de ce radiopharmaceutique au sein de l'organisme du patient. C'est ce que vous appelez des traceurs, c'est ça ? Exactement, tout à fait, c'est des traceurs. Donc c'est quoi, c'est sous forme liquide ? Oui, c'est un produit radioactif que l'on va injecter au patient avec des manipulateurs qui font ces injections dans certaines conditions pour éviter qu'eux soient trop irradiés. Et donc celui qu'on utilise le plus dans le domaine de la cancérologie, c'est ce qu'on appelle le 18-FDG, qui est une molécule de glucose. Pourquoi on utilise cette molécule de glucose ? C'est tout simplement parce que le glucose va être le substrat énergétique de la plus grande partie des tumeurs. Et donc, en étudiant la répartition de ce FDG au sein de l'organisme, on peut voir un petit peu où est allée la tumeur. Donc, ça, c'est l'appareil dans lequel ça, c'est l'appareil, exactement. Et donc, ça nous permet de voir où s'est réparti le radioisotope au sein de l'organisme du patient. Et on va coupler cette imagerie à un scanner qui est embarqué dans la machine et on va fusionner les deux images pour donner ce qu'on appelle un TEP-TDM-FDG qui nous permet d'évaluer de façon plus précise la répartition des cellules tumorales au sein de l'organisme. Donc là, on voit en fait où sont les zones où se loge la tumeur. En fait, exactement. Là, on a l'exemple d'une patiente avec une tumeur du sein donc, qui apparaît
hyper fixante, hein, voilà. Et en même temps, on arrive à détecter chez cette patiente-là une petite lésion qui était passée complètement inaperçue au niveau de son fémur droit. Donc là, sur l'image, ça ne ressort pas trop. Et donc, en fait, cette patiente a ce qu'on appelle... C'est le point blanc, là, c'est ça? Exactement. Ouais, d'accord. Et donc, elle a une petite métastase qui était passée inaperçue au bilan conventionnel. Et donc, ça va changer l'attitude thérapeutique à adopter chez cette patiente-là. Donc ça va nous permettre de faire une stadification précise de la maladie pour essayer d'orienter au mieux les possibilités de traitement. Là, j'ai pris un autre exemple pour un patient qui avait une volumineuse tumeur de la bouche, pour lequel il était prévu de faire de la radiothérapie associée à de la chimiothérapie pour obtenir un contrôle local de la maladie. Et en faisant notre examen, on se rend compte que la maladie est déjà évoluée et qu'elle est partie en dehors de la région du cou. Et donc, il va falloir opter pour une autre stratégie thérapeutique. C'est-à-dire faire que de la chimiothérapie, éviter la radiothérapie voilà. Parce que pas assez efficace, c'est ça? D'accord. Voilà un petit peu. Donc le but numéro 1, ça va être de faire une stadification précise de la maladie pour essayer de sélectionner au mieux les patients pour lesquels la radiothérapie va être efficace ou non. Le deuxième objectif, c'est d'aider le radiothérapeute à définir les volumes de la lésion. Parce que là, j'ai pris l'exemple d'une patiente avec une tumeur dans le poumon qui est contourée en vert. Donc on a une condensation au sein du poumon, du lobe supérieur gauche, et le reste du poumon qui apparaît noir, qui est normal. Mais le problème, c'est que dans cette lésion-là, on n'arrive pas trop à identifier où est-ce qu'elle est localisée. Donc, à l'état actuel, le radiothérapeute peut se poser la question d'irradier toute la condensation, alors qu'avec notre examen, on peut localiser de façon plus précise l'endroit de la tumeur et donc se concentrer, irradier la zone malade et éviter d'irradier des zones qui sont saines, qui n'ont pas besoin d'être irradiées, comme l'a rappelé Stéphane, sinon après, on n'entraîne qu'une toxicité, on n'a aucun bénéfice sur le contrôle de la maladie. Une autre possibilité, là c'est le cas d'un patient qui a un cancer de la prostate. Donc on peut voir que la prostate est malade, elle a été contourée en rouge, c'est la zone qui va être irradiée de façon la plus forte possible, tout en essayant d'éviter d'irradier les tissus sains pour éviter les effets secondaires. Donc ici il y a la vessie qui apparaît contourée en jaune, en arrière on a le rectum. Et l'histoire naturelle de la maladie fait qu'il faut essayer d'irradier également les ganglions qui sont à risque d'atteinte dans le cancer de la prostate. Et donc ici, de part et d'autre, il y a les territoires ganglionnaires qui ont été contourés parce qu'ils vont être irradiés, mais à une dose moindre par rapport à la prostate. Et là, ils vont être irradiés pour quelle raison exactement, les ganglions? On irradie même s'il n'y a pas de cellules cancéreuses décelées parce qu'on sait qu'il y a un risque que des cellules cancéreuses soient localisées à ce niveau-là. Donc on fait un traitement prophylactique, préventif au niveau de ces ganglions par radiothérapie. Ce sont des cellules cancéreuses qu'on ne voit pas encore avec l'imagerie médicale. Ce que je vous disais, le fait de connaître l'histoire naturelle de la maladie, même si on ne voit pas la maladie, on sait qu'elle peut être là. D'accord, c'est un traitement préventif. Voilà, prophylactique, exactement. Et donc ce patient a eu un examen, donc un TEP. Là, ce n'était pas du FDG parce que malheureusement, toutes les cellules cancéreuses ne vont pas consommer du glucose. Certaines vont être amenées à avoir une faible consommation de glucose et donc le FDG ne marchera pas, mais on utilisera d'autres traceurs qui seront spécifiques de ce cancer-là. Et donc, dans cet exemple-là, on peut voir que la prostate est donc malade, qui apparaît hyperfixante, mais également un petit ganglion qui n'avait pas été mis en évidence sur le scanner. Et donc, comme on sait qu'il y a des cellules tumorales ici, le radiothérapeute, donc en l'occurrence Stéphane, va faire une augmentation de la dose délivrée à ce ganglion-là afin d'obtenir un meilleur contrôle que s'il n'y avait pas eu cette escalade de dose au sein de ce ganglion. Donc notre imagerie va permettre de cibler de façon plus précise les volumes tumoraux et aider le radiothérapeute pour contourer les zones à irradier et éviter un maximum l'irradiation des tissus sains.
Donc si on récapitule, en fait, une fois que le patient rentre dans la maladie, qu'on lui a diagnostiqué un cancer, on va lui faire un bilan le plus précis possible, ce qui va nous permettre de faire la stadification de la maladie. Et oui, je voulais vous poser la question. C'est long un bilan à faire ou ça se fait sur quoi? Sur Alors ça, c'est variable malheureusement. Ça dépend des modalités d'examen, du nombre d'examens qui doivent être faits. De la précision de l'imagerie, non, aussi? Alors nous, en l'occurrence, notre examen, il va durer, le patient va rester dans notre service à peu près pendant 2h30, 3h, parce qu'on injecte un produit, on attend 1 heure à peu près, après on va faire une série d'images qui va durer entre 20 et 30 minutes, puis il reste un petit peu de temps avec nous, mais la réalisation d'un bilan complet pour le cancer, ça dépend du cancer, puisque on ne fera pas les mêmes examens pour tous les cancers. Donc ça, c'est très variable, malheureusement. Et donc, une fois qu'on a fini de faire le bilan, il y a des réunions de concertation pour définir la stratégie thérapeutique la plus appropriée au patient en fonction de l'évolution de sa maladie. Et si on a une radiothérapie qui doit être organisée, donc le radiothérapeute va en informer le patient, va le voir en consultation et va mettre en place la planification du traitement, c'est-à-dire de définir les zones à irradier et les zones à ne pas irradier. Puis après intervient le traitement, donc qui va durer un certain temps, comme Stéphane nous l'a expliqué tout à l'heure. Et une fois que le traitement est fini, le patient rentre dans la phase de surveillance. Et là, vous réintervenez, j'imagine? Et là, on peut réintervenir pour évaluer notamment l'efficacité du traitement. Donc c'est ce qu'on appelle l'évaluation thérapeutique. Donc à la fin du traitement, en général, 2 à 3 mois après la fin du traitement, le patient va avoir de nouvelles séries d'images pour évaluer l'efficacité du traitement, à savoir si le traitement a été efficace chez ce patient-là. Dans ces cas-là, on continue la surveillance, ou si le traitement n'a pas été efficace, donc le patient est ce qu'on appelle mauvais répondeur, et dans ces cas-là, il va falloir adopter une autre stratégie thérapeutique qui sera là aussi dépendante du type de cancer en cause. Et le but, c'est d'essayer d'intervenir un peu plus tôt pour identifier les patients qui sont bons répondeurs de ceux qui ne le sont pas. Donc c'est notamment, on peut évaluer en cours de traitement et voir si pendant l'irradiation, la tumeur répond bien aux doses qui lui sont délivrées. De la même façon, lorsqu'elle répond bien, on peut être amené à modifier les volumes d'irradiation, parfois les diminuer pour éviter la toxicité au tissu sain, tout en maintenant une bonne dose dans la tumeur. Et des fois, chez les patients qu'on identifie comme pas bons répondeurs, on va alors changer le traitement ou modifier les volumes d'irradiation. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est d'intervenir en cours de traitement. Une autre possibilité, c'est de définir, avant la réalisation de la radiothérapie, les patients qui sont de bons pronostics ou de mauvais pronostics. Donc la TEP-FDG, en fait, est un biomarqueur pronostic, et pour certaines tumeurs, elles sont plus à risque de récidiver sur les zones où elles vont consommer le plus de FDG. Et donc c'est ce qu'on appelle, on peut faire du coup une irradiation un peu plus forte sur les zones qui consomment le plus de FDG, puisqu'elles sont de moins bons pronostics, afin d'obtenir un meilleur contrôle de la maladie. Enfin, une troisième possibilité, c'est de non plus s'intéresser à la cellule tumorale en tant que telle, puisque ces dernières années, on a montré que le cancer, ce n'était pas que des mutations génétiques ou l'expression de ces mutations génétiques, mais c'était aussi lié au micro-environnement tumoral. Et donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est de rechercher des traceurs qui vont permettre d'explorer ce micro-environnement tumoral. Donc c'est tout ce qui est autour le micro-environnement tumoral, c'est ce qui est autour de la tumeur. De la tumeur. Et qui peut interagir avec qui va interagir avec la tumeur. Avec la zone tumorale, oui, c'est ça. Tout à fait. Parce que ce micro-environnement va jouer un rôle important sur la tumeur et peut expliquer qu'une tumeur soit plus agressive qu'une autre.
C'est notamment le cas de ce qu'on appelle l'hypoxie. L'hypoxie, c'est lorsqu'on a un déficit en oxygène au sein d'un tissu par rapport à la quantité d'oxygène que ce tissu a besoin pour se développer. Et donc l'hypoxie, au sein des cellules tumorales, va entraîner l'activation de certains gènes de la cellule, qui va aboutir à un phénomène de cascade au sein de la cellule, qui va amener à une plus grande agressivité de la tumeur, et cette tumeur va devenir résistante à la chimiothérapie et à la radiothérapie. Et donc on peut se servir de la TEP en utilisant un traceur de l'hypoxie, qu'on appelle notamment le F-MISO, et en identifiant les zones qui sont hypoxiques, donc qui vont répondre moins bien à la radiothérapie classique, on peut essayer d'augmenter la dose délivrée aux zones hypoxiques pour obtenir un meilleur contrôle de ces tumeurs-là. Donc, je remercie mes collègues de Rouen qui m'ont fourni ces 3 exemples de possibilités d'adaptation du traitement en fonction donc, de l'imagerie pour aller vers ce qu'on appelle une radiothérapie qui sera personnalisée et guidée par l'image. Alors, radiothérapie personnalisée, guidée par l'image, donc de plus en plus précise, pas uniquement sur la tumeur, si on vous comprend bien, mais aussi sur l'environnement. Et je crois justement que vous travaillez sur un projet avec une de vos collègues sur cet aspect-là, justement. Exactement. Donc, c'est le docteur Mathilde Colombier qui est à l'initiative de ce projet, qui a été financé par la Fondation ARC et qui va commencer dans quelques mois à l'ICO. C'est chez des patients qui sont atteints d'un cancer du rectum. Donc le cancer du rectum, c'est quelque chose d'assez fréquent dans la population générale. Et quand ce cancer du rectum est localement avancé, c'est-à-dire qu'il a une certaine taille, le patient va être traité avec de la radiochimiothérapie afin de faire fondre un maximum la tumeur pour que le chirurgien puisse intervenir et faire une opération carcinologique. Ce qui veut dire carcinologique ? C'est-à-dire une chirurgie qui passe à distance de la tumeur et en l'enlevant, mais sans passer à proximité, parce que sinon on a des risques qu'il reste des cellules tumorales au niveau de la zone opératoire. Et donc pour ça, on va étudier l'utilisation d'un traceur que l'on va réaliser avant la réalisation de la radiochimiothérapie, qu'on appelle le cuivre ATSM, afin d'identifier des patients qui vont bien répondre à la radiochimiothérapie, et donc qui vont continuer le cursus classique, des patients qui ne répondraient pas très bien à la radiochimiothérapie et pour lesquels il faudrait peut-être envisager une autre stratégie thérapeutique. En l'occurrence chirurgicale. Alors, en l'occurrence chirurgicale, ou alors définir des zones où la radiothérapie n'est pas suffisante et essayer de faire encore des escalades de doses, comme on a vu sur les exemples précédents au sein des zones qui vont capter ce traceur-là. Peut-être demain qu'on aura des traitements qui vont sensibiliser la radiothérapie chez ces patients-là. Ça, pour l'instant, on ne peut pas encore le dire. Finalement, ce projet, une fois qu'il sera abouti, permettra d'aller, j'allais dire, beaucoup plus vite dans le traitement d'une tumeur. En tout cas, il permettra d'identifier des patients qui seront de mauvais pronostics et pour lesquels il faudra envisager peut-être une stratégie un peu plus agressive sur le traitement. Donc d'aller directement vers le traitement finalement le plus efficace. Ou renforcer ce traitement avec des médicaments qui vont cibler précisément la difficulté qui sera mise en évidence. Une dernière question, on en est où de ce projet ? Alors ce projet doit commencer normalement d'ici 1 à 2 mois, si tout se passe bien. Quand vous dites commencer, c'est-à-dire c'est des essais cliniques, c'est quoi ? Alors c'est des essais cliniques, c'est un essai qui va être mené donc, à l'Institut cancérologique de l'Ouest en partenariat avec le CHU de Brest et le Centre de lutte contre le cancer de Rennes. On va essayer d'inclure 70 patients atteints de ce cancer du rectum localement avancé et sur une durée avec après un suivi pendant 1 an. Très bien, merci. Autre projet, Stéphane Supieux, sur lequel justement vous travaillez, également soutenu par la Fondation ARC. Il porte sur... Donc je vais vous parler un petit peu plus de données biologiques
Ça fait 10 ans maintenant qu'on travaille, parce que j'ai une activité de médecin, mais j'ai une activité de chercheur aussi au sein d'un laboratoire INSERM, avec toute une équipe qui travaille autour. Et on cherche à comprendre justement les mécanismes de résistance à l'irradiation. D'où viennent-ils? Quelles sont les cellules impliquées? Et le corollaire, c'est comment est-ce qu'on pourrait espérer contrer ces mécanismes de résistance des tumeurs. Donc pour introduire mon sujet, qui est donc l'implication des péricytes, ça c'est le titre, vous allez comprendre après à quoi correspondent ces péricytes dans la réponse à l'irradiation des cancers. Vous avez peut-être ça comme image en tête, qu'un cancer, c'est des cellules tumorales, les unes à côté des autres, qui forment une boule. C'est la boule que l'on palpe dans le sein, c'est la boule qu'on palpe dans les ganglions. C'est peut-être l'image que vous avez. Dans la réalité, un cancer, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez un mélange de cellules qui vont être pour certaines des cellules véritablement cancéreuses, immortelles, capables de se répliquer indéfiniment, mais beaucoup de ces cellules vont être des vaisseaux sanguins normaux qui vont être piratés par la tumeur pour pouvoir alimenter les cellules tumorales en oxygène, des cellules de réaction immunitaire qui vont être présentes mais incapables de réagir dans certains cas, et on va essayer dans certains cas de renforcer l'action naturelle du système immunitaire contre le cancer. Et vous avez beaucoup de cellules qu'on appelle de soutien, ce qu'on appelle des fibroblastes, par exemple. Et toutes ces cellules, finalement, représentent parfois l'essentiel des cellules tumorales. C'est-à-dire que dans un cancer, par exemple, de la prostate, vous avez peut-être 10% de cellules cancéreuses et 90% de cellules dites normales. C'est ce qu'on appelle le micro-environnement. Et tout à l'heure, on a parlé du micro-environnement. Il ne faut pas l'imaginer comme étant autour des cellules, mais vraiment imbriqué dans ces cellules cancéreuses qui se servent de cellules normales de l'organisme pour faciliter leur développement. Et toute cette compréhension du micro-environnement, elle est beaucoup plus récente que ce que l'on a pu comprendre sur les cellules tumorales, tout simplement parce que les cellules tumorales, on peut les enlever, on peut les mettre en culture dans des boîtes de pétri et on analyse leurs effets in vitro pour pouvoir les observer. Les cellules saines, elles poussent plus difficilement, elles ne résistent que dans des conditions particulières à l'irradiation ou aux différents traitements qui sont administrés. Et on a besoin, pour pouvoir vraiment étudier les interactions entre ces cellules saines et les cellules tumorales, d'avoir des modèles animaux où on a des souris dans lesquelles on va voir se développer des cancers. Donc c'est une technique beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Alors cette idée du vaisseau sanguin qui alimente le cancer, c'est une idée importante, qui est la base de beaucoup de traitements maintenant qui vont cibler les vaisseaux sanguins de la tumeur. À gauche, vous avez un réseau de vaisseaux sanguins d'un muscle normal. Vous voyez que c'est à peu près tous du même calibre, que c'est à peu près bien ordonné. Il y a un grillage de vaisseaux sanguins qui vient alimenter le muscle et qui lui apporte l'oxygène, les nutriments et l'élimination des substances toxiques. Tout ça, ça fonctionne plutôt bien. Dans une tumeur, les vaisseaux tumoraux, comme vous le voyez à droite, ont des aspects complètement différents. Ils sont parfois très gros, parfois très grêles, tortueux, sinueux. Parfois même, il y a des vaisseaux sanguins qui terminent en cul-de-sac, alors que normalement, ils sont tous avec des embranchements. Et ça a été remarqué depuis très longtemps, sans qu'on sache trop comment s'en servir. Mais les vaisseaux sanguins dans une tumeur ne sont pas normaux. Or, ils ont un rôle très important pour pouvoir alimenter la tumeur en oxygène. Et là, c'est marqué un petit peu en anglais, mais c'est pour vous dire que c'est une notion qui a été dans les bases de certains travaux de radiobiologie qui datent des années même 80, où on a imaginé que de pouvoir cibler ces vaisseaux sanguins, si vous détruisez un seul de ces vaisseaux sanguins, mais qu'il permet l'irrigation de milliers de cellules tumorales situées autour, vous avez peut-être une chance pour pouvoir avoir encore plus d'efficacité, plutôt que de chercher à se débarrasser de ces milliers de cellules les unes après les autres. Donc cette étude de comment les vaisseaux sanguins réagissent à l'irradiation, ça nous permet d'envisager de comment la tumeur en elle-même, dans sa globalité, répond à l'irradiation. Pour vous dire, donc il n'y a pas que la tumeur, il n'y a pas que les cellules tumorales qui sont importantes, il y a tout ce micro-environnement situé autour qui est important. Et donc pour aller plus précisément au projet, les couleurs ne sont pas très contrastées, mais vous voyez qu'il y a du rouge, et puis à la fin il y a du vert. Le rouge, ce sont les vaisseaux sanguins, et on s'est aperçu, dans les travaux qu'on a menés, et ça fait depuis 2010 qu'on est financé par la Fondation ARC à travers différents projets, on s'est aperçu que contrairement à ce qu'on allait imaginer, les vaisseaux sanguins survivent à l'irradiation, ils sont capables de tenir le coup, et ce que vous voyez en vert,
ce qu'on appelle un marquage SMA, peu importe le nom. Ça vient marquer des cellules qui sont, comme vous le voyez, autour de ces vaisseaux sanguins. On voit apparaître, en cours de radiothérapie, ce qu'on appelle des péricytes. Ce sont des cellules qui entourent les vaisseaux sanguins, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, elles augmentent en nombre, en activité et en fonctionnalité pendant la radiothérapie. Donc cette observation a été le travail de base qui conduit maintenant à nos hypothèses de recherche. On cherche à comprendre pourquoi ces cellules apparaissent, comment elles apparaissent, d'où viennent-elles, comment se fait-il que la radiothérapie ne les détruise pas, alors que ce sont quand même des cellules qui peuvent être sensibles à l'irradiation, et quel va être leur rôle dans le soutien aux vaisseaux sanguins, et plus largement, quel va être leur rôle dans la sensibilité tumorale globale à l'irradiation. Donc un péricyte, c'est ce que vous voyez ici, c'est l'espèce de chantilly qui est déposé autour du vaisseau sanguin. Le vaisseau sanguin, c'est le canal rouge que vous voyez, et les péricytes, ils vont être là comme soutien, en quelque sorte. J'ai utilisé tout à l'heure l'expression les gardiens de la barrière. Le vaisseau sanguin représente une barrière naturelle entre l'environnement extérieur et puis la tumeur. Et puis autour, vous avez ces péricytes dont on comprend de plus en plus qu'ils ont un rôle dans le contrôle de ce qui va passer à travers le vaisseau sanguin. Ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est un rôle positif ou si c'est un rôle négatif. Exactement. On a des notions un peu contradictoires qui apparaissent. On a l'impression, d'après certains travaux, que le péricyte empêche la diffusion de chimiothérapie à travers la paroi du vaisseau sanguin et donc aurait un rôle négatif vis-à-vis de l'effet de la chimiothérapie. Et puis on a d'autres rôles qui tendraient à dire que le péricyte pourrait renforcer ou attirer des cellules du système immunitaire pour rentrer dans la tumeur et essayer de la détruire. Donc il y a un rôle en tout cas qui semble être de plus en plus important de ces péricytes. Et donc tout le travail qui est financé par la Fondation ARC, c'est d'essayer de comprendre l'effet de ces péricytes sur l'efficacité de la radiothérapie. Si on supprime ces péricytes, qu'est-ce qui se passe ? Pour ça, on a des moyens qui sont, on va dire, assez simples. Il y a des médicaments qui existent, comme le sunitinib. C'est un médicament qui cible non seulement les vaisseaux sanguins, même si à dose un peu plus faible, même, il cible les péricytes. Et donc, on va pouvoir voir si de supprimer avec des médicaments ces péricytes modifie l'effet de la radiothérapie. Alors, les médicaments, c'est très bien. L'inconvénient, c'est que parfois, la cible n'est pas forcément la bonne, où on peut penser cibler les péricytes, mais peut-être que l'effet va être lié à l'action de ce même médicament sur d'autres populations. Donc la vraie preuve, ou en tout cas le bénéfice le plus important qu'on va espérer, c'est d'utiliser des souris génétiquement modifiées. Ces souris sont des souris normales. On va leur injecter un cancer qui va se développer, c'est du cancer de souris qu'on va injecter chez la souris. Et la différence, c'est que ces souris, elles ont un programme génétique qui fait que l'on peut supprimer spécifiquement les péricytes en leur donnant une substance qui va circuler dans le sang. On va pouvoir détruire les péricytes. Et donc, en irradiant les tumeurs que portent ces souris génétiquement modifiées, on va pouvoir voir si, avec ou sans péricytes, on obtient le même effet. Et là, on en est où aujourd'hui avec les souris ? Pour l'instant, on a des résultats très intéressants. Avec les médicaments, on s'aperçoit qu'effectivement, on renforce l'action de la radiothérapie quand on supprime avec le médicament l'action de ces péricytes. Maintenant, comme je vous disais, ce n'est pas très spécifique. Enfin, ça peut être moins spécifique. Donc, on va essayer Là, on a les expérimentations qui commencent chez la souris le mois prochain, puisqu'il a fallu faire un élevage, importer les souris des États-Unis et les garder pour l'instant. Elles sont au chaud à Orléans avant qu'on les fasse venir chez nous. Et puis par contre, on a des résultats très intéressants où in vitro, on a mis en culture des péricytes, on a prélevé le milieu de culture de ces péricytes et on les a mis en culture avec des cellules de cancer de la prostate et on s'aperçoit que le milieu de culture qui a servi à cultiver les péricytes rend résistantes les cellules de cancer de prostate à l'irradiation. Donc on a des éléments qui nous permettent de penser qu'effectivement, ces péricytes jouent un rôle dans la sensibilité à l'irradiation. Et toute l'étape suivante, ça va être quel est exactement ce rôle, quels sont les acteurs moléculaires et protéiques qui expliquent ce rôle. Et puis, bien évidemment, si on conclut définitivement que les péricytes jouent un rôle dans la radiorésistance, comment est-ce qu'on peut empêcher que ces péricytes viennent rendre les tumeurs radiorésistantes? Et vous avez un calendrier sur ce programme qui est assez conséquent. Alors, comme je vous disais, ça fait déjà 9 ans qu'on travaille dessus, puisque le financement premier, c'était en 2010.
Donc ça ne s'arrêterait jamais de toute façon, puisque là, on a identifié les péricytes comme étant des cellules d'intérêt. Maintenant, on essaye de comprendre comment les péricytes agissent, quelles sont ensuite les voies moléculaires qui vont être impliquées dans la relation entre les péricytes et les cellules tumorales. Et puis, peut-être que, enfin, on espère, en tout cas, si on identifie ces voies moléculaires, identifier des inhibiteurs de ces voies moléculaires qui pourraient aboutir à des médicaments qui renforceraient l'action des rayons. Il y a d'autres chercheurs en France qui travaillent sur ce sujet des péricytes? Alors sur les péricytes, proprement parler, non, on est les seuls. Vous êtes les seuls? On est quelques équipes à travailler sur la sensibilité des vaisseaux sanguins à l'irradiation. À Nantes, l'équipe du docteur Paris travaille aussi sur ce thème-là. À Toulouse, l'équipe du docteur Moyal travaille aussi sur ce sujet-là. Et puis d'autres équipes travaillent plus généralement sur ou bien les péricytes, ou les vaisseaux sanguins, ou l'irradiation. Et puis dans le monde, il y a quelques équipes, principalement en Chine, qui travaillent sur des thématiques qui sont assez proches de nous. Merci beaucoup, c'était très intéressant. On va passer aux questions-réponses. Moi, j'ai juste deux questions d'ordre plus général sur les cancers. Vous êtes 2 éminents médecins, chercheurs. Lorsque la Fondation ARC dit que l'objectif, c'est de guérir 2 cancers sur 3, est-ce que vous, en tant que scientifique, vous croyez que c'est un objectif atteignable ? Clairement, oui, il y a eu des gros progrès qui ont été faits. Il y a eu des gros progrès qui ont été faits dans la connaissance du cancer et dans les moyens de traiter le cancer. La radiothérapie en fait partie, mais vous avez parlé de l'immunothérapie qui s'est développée très fortement ces dernières années. Les traitements qui ciblent les vaisseaux sanguins ont aussi été une grosse avancée au cours des dernières années. Et puis, il y a tout le système de soins en lui-même qui s'est mis en route. Les plans cancer qui ont été mis en route ont été très importants pour pouvoir renforcer l'accès aux soins, l'accès à l'imagerie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un cancer diagnostiqué plus tard est un cancer qu'on a moins de chances de guérir. Donc oui, cet objectif est atteignable, et oui, il faut continuer les travaux pour pouvoir le faire. Oui, c'est un objectif, c'est la force justement d'un objectif, c'est bien de mettre un cap, et c'est parce souvent on dit qu'on croit à cet objectif, parce que on sait qu'il s'est passé ces dernières années vraiment des changements majeurs dans le domaine de la cancérologie, de la recherche déjà en premier lieu, mais aussi désormais dans le domaine du soin. Donc il y a effectivement toutes les évolutions dans le domaine de la prise en charge, ça c'est bien de le rappeler, mais il y a aussi effectivement ce que nous on appelle la médecine de précision, la médecine personnalisée, et c'est vrai qu'on vient d'avoir de très belles illustrations là, qui nous ont été données, c'est-à-dire cette capacité à croiser le maximum d'informations autour de la seule information de la localisation, et pour pouvoir arriver à personnaliser le plus possible les approches thérapeutiques, les combiner avec d'autres traitements, d'autres qui eux-mêmes peuvent être des traitements plus classiques, plus innovants. Et c'est vrai qu'on est persuadé que la combinaison de toutes ces approches, toute cette densité d'informations qu'on arrive aujourd'hui à récupérer et qui donne lieu à tellement de projets de recherche, doivent nous permettre de produire des avancées vraiment significatives. Et on a déjà des exemples qui existent. On a cité effectivement le cas de l'immunothérapie, mais il y a d'autres avancées majeures dans les différents types de traitements. Et c'est ça qui pour nous est déterminant. Il y a un paramètre important, Dr Fleury, c'est justement dans la réussite dans la lutte contre les cancers, c'est le dépistage, le diagnostic en amont. C'est un peu le conseil que vous pourriez donner à des patients ou au public qui nous écoute et qui nous regarde ici. Oui, bien sûr, il y a toute certaines pathologies cancéreuses pour lesquelles il existe des dépistages. Effectivement, plus on arrive à diagnostiquer tôt la maladie, plus elle est petite et plus les traitements sont efficaces et de bien meilleurs pronostics en cas de petites tumeurs, ça c'est certain. Et on l'a vu, on a fait énormément de progrès en termes d'imagerie médicale en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en. Vous avez la main. Oui, madame. Allez-y. Oui, j'aimerais savoir pour quelle raison, lorsqu'un cancer du poumon a déjà métastasé, pourquoi la radiothérapie n'est pas proposée, puisqu'il me semble que la tumeur primitive est le nid des métastases, pourrait-on dire. Pourquoi est-ce que la tumeur primitive ne fait pas l'objet d'une radiothérapie? Alors, il y a plusieurs aspects à ça. Ça veut dire que quand une tumeur est métastasée, ça veut dire que la question, avant tout, va être de contrôler le développement de nouvelles métastases. Et donc, le traitement de radiothérapie, qui est un traitement localisé sur une seule région
du corps va être probablement moins utile par rapport à un traitement général qui va être là pour pouvoir traiter l'ensemble des cellules tumorales qui peuvent circuler. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que quand on fait un bilan d'imagerie, même avec les meilleurs imageurs, même avec les meilleurs TEP, les meilleurs outils, on ne voit pas toutes les cellules cancéreuses, puisque intrinsèquement, ce qui fait moins d'1 millimètre, de toute façon, on ne le verra pas. Donc, quand bien même on voit par exemple un site, 2 sites, 3 sites, 4 sites métastatiques, il est probable qu'il y a des cellules cancéreuses partout qui circulent. Il serait illusoire de faire de radiothérapie simplement sur un des points que l'on voit et de ne pas traiter ce qui n'est pas vu. C'est comme oublier ce qui serait la face immergée de l'iceberg. Par contre, la radiothérapie peut être utilisée en renforcement d'un traitement général. Et ça fait partie des développements très importants avec les traitements à visée immunomodulatrice, les immunothérapies qui se développent, y compris dans le cancer du poumon. Et puis, le traitement local d'une tumeur évoluée peut être fait. Donc oui, on peut irradier un cancer du poumon qui va être métastatique. En fonction de la stratégie qu'on va essayer de mettre en place, ça va être avant tout un traitement pour soulager les métastases, si ces métastases sont douloureuses ou s'il y a un risque de compression. Et puis, on en rentre maintenant dans des stratégies nouvelles d'essayer de renforcer l'action de l'immunothérapie avec la radiothérapie. Mais là, on est encore dans des voies de recherche pour des traitements beaucoup plus spécifiques. Oui, là, je me permets effectivement sur ce point-là, c'est effectivement une voie de recherche puisque nous-mêmes nous soutenons actuellement, nous allons lancer un nouveau programme en tout cas qui vise à identifier les patients chez qui justement pour différentes localisations et notamment le cancer du poumon, on va pouvoir amener, je dirais, comme traitement l'immunothérapie combinée ou non à la radiothérapie. Et pour arriver à ce type d'information, eh bien on croise maximum de données issues de vraiment des récentes avancées technologiques, que ce soit celle de l'imagerie médicale, de la génomique, etc. Donc c'est vraiment une voie de recherche d'arriver à voir comment optimiser au mieux, y compris les nouvelles innovations, comme ces traitements qui sont très récents, combinés à des traitements qui, eux aussi, pourraient, dans ces conditions-là, avoir un rôle renforcé. Programme qui sera lancé où ? En l'occurrence, Stagusta-Broussy à Villejuif. Voilà. Merci. Ça a répondu à votre question. Alors, pas d'autres réactions, questions ? Oui, monsieur ? J'aurais aimé qu'on nous donne un petit peu la définition d'un protocole. Tu peux en parler comme c'est toi qui... Donc quand un patient rentre dans un protocole, en fait, c'est donc on va lui proposer un examen ou un traitement qui, pour l'instant, ne fait pas encore référence. Et pour qu'il soit utilisé en France, il faut respecter certaines normes. Et donc, on va demander au patient son accord pour participer à ce protocole-là, expliquer en quoi consiste le protocole. En général, ça va être des surveillances un peu plus rapprochées. Ça va être... des prélèvements qui peuvent être plus importants, ça va être de faire plus d'imagerie afin de, par la suite, essayer de valider la démarche qui aura été mise en place au sein du protocole et pouvoir, si ce protocole est efficace, pouvoir le généraliser à plus grande échelle après. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à ma question. Les personnes ciblées par les protocoles font l'objet d'études auparavant. C'est ça, il y a des critères d'inclusion, c'est-à-dire que quand un nouveau médicament, une nouvelle stratégie de radiothérapie, un nouveau type d'image doit être développé, il faut qu'on prouve son utilité. Et donc on définit des critères qui nous semblent pertinents pour pouvoir justifier l'administration d'un médicament ou de faire la nouvelle stratégie en question. Donc, quand les critères sont remplis, ça passe. Si les critères ne sont pas remplis, on ne peut pas proposer cette stratégie-là aux patients. Et on sait que c'est compliqué parfois. Oui, madame. J'aimerais qu'on définisse l'immunothérapie, s'il vous plaît. Alors, l'immunothérapie est l'idée que, naturellement, le corps élimine la plupart des cellules cancéreuses et que l'apparition d'un cancer témoigne du fait qu'il y a une forme de tolérance du corps contre les cellules cancéreuses qui ne devrait pas avoir lieu. Et c'est la réalité, c'est-à-dire que grosso modo,
le système immunitaire est capable de détecter les cellules anormales et de les éliminer. Mais à un moment, pour des mécanismes qui sont encore imparfaitement compris, il y a le système immunitaire qui est incapable de réagir face à des cellules qu'il reconnaît comme anormales. Les systèmes d'immunothérapie qui ont été mis en place récemment sont justement capables d'empêcher cette absence de reconnaissance ou ces freins qui sont mis à la reconnaissance. Ce sont des médicaments qui viennent relâcher les freins du système immunitaire contre le cancer. Ce qui fait qu'on a de cette façon-là vu, notamment dans le cancer du poumon, ça a été un des exemples les plus frappants, des patients guérir même à un stade métastatique, parce que le système immunitaire du patient a été capable de détruire par lui-même les cellules tumorales qu'il détectait. Le corollaire, le risque de toxicité, c'est qu'il peut y avoir un risque d'emballement du système immunitaire qui déclenche des réactions, ce qu'on appelle d'auto-immunité, c'est-à-dire que le système immunitaire vient détruire son propre corps, comme on peut voir dans certaines maladies, le diabète par exemple, dans certaines formes de diabète ou certaines formes de maladies de la thyroïde. Donc c'est l'équilibre à trouver et le bon médicament à trouver. Mais oui, ça a été une révolution qui fait que maintenant, on peut se permettre d'envisager de donner les moyens aux patients de guérir lui-même en détruisant les cellules tumorales par le système immunitaire. Est-ce que ça rejoint le phénomène de l'antibiorésistance ou c'est pas le même sujet? Alors, par rapport à l'antibiorésistance, qu'est-ce que vous voulez dire? Le fait qu'aujourd'hui, les organismes, à force d'avoir sans doute absorbé un certain nombre de produits, résistent aujourd'hui. Alors, c'est pas exactement la même chose, c'est pas forcément les mêmes cellules immunitaires qui sont mises en route, qui sont utilisées. Ce qu'on a vraiment l'impression, c'est qu'il y a des cellules malignes, qui portent bien leur nom. Elles sont capables de sécréter des produits qui vont leur permettre de passer inaperçus. Plutôt que de faire, par rapport à la résistance, de les rendre plus résistantes, elles vont circuler, elles sont anormales, mais le système immunitaire n'est plus capable de les détecter, ou il les détecte, mais il reste figé, incapable de réagir dans cette situation-là. Oui. Alors. Oui, vous disiez tout à l'heure, je crois, que le cancer du poumon que le poumon était le plus difficile à traiter en radiothérapie. Pour quelle raison? Est-ce propre au tissu pulmonaire ou à la présence des gros vaisseaux et du cœur? C'est surtout le tissu pulmonaire en lui-même. Souvent, quand le cancer du poumon survient, ça survient chez des patients qui ont des poumons déjà fatigués par le tabac, la pollution éventuellement, qui a été à l'origine du cancer. Et donc le poumon en lui-même va déjà être fatigué. Le chirurgien aura pu enlever une partie du poumon et de ce fait limiter la capacité respiratoire du patient. Et en plus, effectivement, on sait que la dose seuil au-delà de laquelle il y a une toxicité sur le poumon, elle est à 20 Gray. Alors que si vous regardez par exemple pour la vessie, on est à 70 Gray. Le rectum, on est à 75 Gray. Pour le cœur, on est à des doses importantes. Donc le poumon est vraiment très sensible à l'irradiation. Madame, oui. Alors, on va vous passer le micro. Merci. Moi, je n'arrive pas à comprendre quand vous faites une séance de radiothérapie. On injecte une dose adaptée à la qualité des cellules cancéreuses, mais simplement on injecte aussi pour préserver les cellules saines autour. Comment, dans la même injection, on peut jouer ou utiliser plusieurs produits qui vont faire qu'il n'y aura pas d'effet secondaire sur les tissus sains, si c'est vrai qu'il n'y en a pas, et qui cependant vont être très actifs et plus intenses sur les cellules qui sont malades, qui sont malignes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo au départ, on n'injecte rien. Oui, j'ai compris, c'est le laser, c'est même pas le laser. Il n'y a pas de laser non plus. Le faisceau d'irradiation est administré dans une région précise. Ouais. Donc un des premiers moyens que vous avez vu sur la vidéo de réduire la dose au tissu sain, c'est de multiplier les portes d'entrée. Quand j'étais petit, on jouait à cramer des souris avec des miroirs. Pas des souris, des fourmis. Et bien, si vous multipliez les miroirs, vous avez une très forte intensité au centre et rien du tout à l'extérieur. Donc on fait la même chose avec des cellules tumorales. Vous allez pouvoir focaliser la dose à un point précis et tout autour, ça va être dilué. Et donc beaucoup moins de doses sur les tissus environnants.
C'est vrai qu'autrefois, il y avait tout simplement un champ par devant, un champ par derrière, et entre les deux, il y avait un tunnel d'irradiation qui détruisait tout sur son passage. Avec les techniques robotisées, on peut faire des points d'entrée multiples, on tourne à 360 degrés autour du patient, et donc la dose est diluée. Ça, c'est un premier moyen technique. Le deuxième moyen que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les cellules saines sont déjà habituées à recevoir des rayons, parce qu'on est irradié par le soleil, parce qu'on est irradié par le radon qui provient du sous-sol granitique. On est bien placé pour le savoir en Bretagne. Donc nos cellules, elles ont été élevées depuis la nuit des temps avec des capacités de réparation de leurs dommages à l'ADN. Donc ces capacités de réparation sont propres au tissu sain. Bien évidemment, il y a des seuils à ne pas dépasser, sinon on dépasse leur capacité de réparation. Mais dans la plupart des cas, elles sont capables de réparer. À l'inverse, les cellules cancéreuses, elles ont par définition des mauvaises réparations qui se font. Elles ont des mutations qui apparaissent, elles sont incapables de réparer ces mutations, et elles ont de multiples bouts d'ADN qui peuvent partir, des chromosomes qui se multiplient. Elles ont des capacités de réparation mauvaises. Et on joue sur cette capacité de réparation. C'est pour ça qu'entre 2 séances de radiothérapie, on va considérer que le tissu sain, lui, il n'aura pas très bien réparé, alors que le tissu sain, il aura bien réparé, alors que le tissu tumoral, il n'aura pas très bien réparé, il n'aura pas réparé du tout. Et donc, en faisant plusieurs petites séances, on peut avoir un effet qui détruit les cellules cancéreuses qui réparent mal, alors que les cellules des tissus sains vont être capables de réparer entre 2 séances. Moi, je voulais juste compléter par rapport à l'immunothérapie. C'est quoi les produits qu'on utilise? Est-ce que ce sont les mêmes que pour la chimio en immunothérapie? D'où ça va? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu la question c'est qu'est-ce que l'immunothérapie en termes de produits? Alors, il y a plusieurs stratégies. En ce moment, ce qui est approuvé, ce qui fonctionne plutôt bien, ce sont des inhibiteurs de la réponse immunitaire. On utilise des médicaments, principalement des anticorps, qui vont empêcher l'inhibition de la réponse immunitaire. Ce qui se développe beaucoup dans des pathologies comme la leucémie, maintenant, ce sont des cellules immunitaires reprogrammées, transformées, chimériques, on appelle ça, avec la capacité des plus grandes capacités de reconnaissance des cellules anormales. Et puis, il y a d'autres moyens avec des substances très anciennes. Les premiers traitements d'immunothérapie, c'est dans le cancer de la vessie, où on injectait tout simplement le BCG pour stimuler la réponse immunitaire et que le cancer soit éliminé par lui-même. Et ça, c'était les premiers traitements à visée immunomodulatrice qui ont existé. Donc, on progresse pas à pas dans la connaissance de l'immunothérapie. Pour l'immunothérapie, il peut y en avoir beaucoup. Comme je vous disais, il peut y avoir une réaction du traitement, le déclenchement d'une réaction des cellules immunitaires du patient contre son propre corps. Mais ce n'est pas systématique, c'est plutôt même rare, mais ça peut arriver. Très bien, on va en rester là. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Vincent, juste une question pour conclure, c'est quelle prochaine étape de la Fondation ARC? On voulait dire pour ces rendez-vous. Pour ces rendez-vous, oui. Nous pensons faire un rendez-vous à Lyon cette fois-ci. Voilà, pas encore le sujet n'est pas encore identifié, mais nous y travaillons. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier déjà le journal Ouest France pour son accueil. Merci beaucoup. Il y aura un article dans Ouest France et dans Presse Océan le 6 février prochain, je crois. Voilà, qui fera la synthèse de cette soirée. Ça me fait le journaliste qui est resté pour écouter. Oui. Et puis vous remercier aussi également nos 2 intervenants qui ont accepté d'être parmi nous ce soir et voilà, de merci, nous présenter leur projet. Vincent Fleury. Merci Nicolas Rennes. Merci à vous. Et puis donc je vous invite, si vous souhaitez aussi aller plus loin en termes d'information, déjà on peut en parler ensemble devant ce petit pot qu'on organise avant de se séparer. Et puis également vous avez nos publications qui sont à l'entrée et notamment nous avons une fiche qui s'appelle Soigner un cancer par radiothérapie, voilà, qui peut reprendre aussi des choses que l'on a abordées ce soir. Voilà. Merci bien. À vous. Et bonne soirée.